Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis accompagné de Lama. Deuxième sélection en équipe de France, la première fois c'était en Sista, la deuxième ce sera peut-être en Cult Genestealer, puisqu'aujourd'hui tu es venu nous présenter cette faction pour la nouvelle édition de Warhammer 40 000. On est ici sur une des armées les plus anxiogènes à Warhammer 40 000, armée qui était sortie il y a déjà 2 éditions, puisque cette armée en tout cas avait été conçue par Game Workshop en V8. Toi, là, qu'est-ce que t'en penses pour cette 10e édition? Pour avoir un peu suivi le culte en V8 puis en V9, j'ai l'impression qu'on garde l'ADN de l'armée qui est d'être un peu anxiogène, d'être partout à la fois, d'avoir plein de petits tricks, plein de petites règles qui permettent de prendre l'avantage sur l'adversaire, tout en étant un peu moins fort sur la datasheet. Et je trouve que c'est assez chouette, et avec des règles de faction qu'on va avoir qui sont très rigolotes et très originales. C'est la première fois qu'on voit ça à Warhammer 40 000, donc on va avoir vraiment un gameplay propre à la faction, et ça c'est chouette. C'est une armée de lâche. Et ça te va bien. Oui, ouais, carrément. Avant de rentrer dans les règles, quelques petits disclaimers, puisqu'on est sur une armée ici qui va être relativement forte, qui est très bien placée sur ce début d'édition. Maintenant, ça va nécessiter quelques petites clarifications, quelques petits garde-fous, puisqu'en fait c'est un gameplay qui va être basé sur ce qu'on appelle le rip-hop, le fait tout simplement de pouvoir faire revenir soit des unités, ce qui pour la première fois en 10e édition est gratuit, puisque normalement il fallait garder des points de renfort pour ça, et aussi de faire revenir des figurines au sein d'unités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces mécanismes ? La règle de base du culte, c'est quand on perd une unité hors personnage et hors véhicule quand même, on lance un dé, sur un 4+, on revient. Ça c'est la règle de base, sauf si on a le mot-clé Battle Line. Dans ce cas-là, tu rajoutes 3 OG. Donc je vous laisse faire les maths de votre côté. Attends, on n'a pas Père Castor avec nous, ça va être difficile. C'est difficile les additions, mais ça fait toujours 4+, quoi. Et Yes. donc on se retrouve avec des unités Battle Line qui reviennent en boucle, si l'adversaire les contre pas. Et c'est vrai que c'est un mécanisme qui n'existait pas avant, et c'est assez spécial de jouer contre, et je pense qu'il va falloir s'adapter. Yes, déjà ça serait le seul jeu de dés du jeu où un 1 n'est pas toujours un échec, donc c'est assez particulier. On a aussi une super règle avec cette 10e édition qui est le tir en état d'alerte, qui pour rappel peut être fait au début ou à la fin d'un mouvement adverse à sa phase de mouvement, ou même chose à la phase de charge. Or le mécanisme pour faire revenir des figurines chez le culte est à la fin de la phase de mouvement du tour adverse aussi. Et donc ça fait que typiquement le joueur culte il bouge, on lui fait un tir en état d'alerte, et il va faire revenir D3 ou D3+3 figurines, ce qui en général annule complètement ce stratagème là. Il suffirait de pas grand chose, peut-être dire que tu peux faire revenir une unité qu'une seule fois par exemple, peut-être mettre d'autres garde-fous pour tout simplement éviter certaines frustrations, puisqu'aujourd'hui vous allez le voir, l'armée elle est très anxiogène, donc elle est appréciable à jouer, mais malheureusement à affronter elle peut être un peu frustrante. Oui. Pour maintenant illustrer tout ça, on va vous présenter les règles. On rappelle qu'il y a 2 niveaux de règles aujourd'hui dans la 10e édition, les règles d'armée et les règles de détachement. Comme on est en index, en général on n'a qu'une seule règle de détachement, mais on va bien vous présenter sur 2 niveaux pour prendre les bonnes habitudes. On va commencer donc par la règle d'armée, c'est l'embuscade du culte. Comme tu l'as dit, si votre faction d'armée est Cult Genestealer, à chaque fois qu'une unité avec cette aptitude est détruite, jetez un D6 en ajoutant 3 si l'unité est une ligne. Sur 4+, cette unité est placée en embuscade du culte, et vous pouvez placer un pion en embuscade du culte n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et si une figurine ennemie arrive à 9 pouces justement de ce petit blip pour les joueurs historiques cultes, alors celui-ci va être supprimé, donc l'unité ne reviendra pas. Donc il y a en effet des contre-mesures. Maintenant, au niveau du séquencement, l'unité, elle, reviendra à plein effectif à la fin de la prochaine phase de mouvement adverse. Et en gros, le joueur culte va pouvoir tout simplement faire repopper, faire revenir l'unité à plein effectif en mettant la première figurine en contact, bien justement, de ce petit blip ici. Or, après, il a juste à respecter sa cohésion. Est-ce que tu peux nous parler pour quelle unité ça va réellement être intéressant, qui l'a, qui ne l'a pas déjà, et ensuite, quelles sont les contre-mesures potentielles? Alors sur les mots-clés lignes, il n'y a que 2 unités qui l'ont, c'est les acolytes et les néophytes, les anciennes troupes de base. Mais c'est 2 unités on va voir, qui sont très fortes, qui ont toute leur utilité, qui font très mal, qui sont soit très nombreux, soit qui font très mal, donc là-dessus c'est automatique. Et sinon, toutes les autres unités c'est du 4+, donc on pense aux Genestealers de base, aux aberrants, aux motos, et en fait ces unités là elles coûtent très cher en points, donc c'est que sur du 4+, mais le jour où tu tapes ton 4+, voilà, t'as 300 points d'aberrants qui reviennent, t'as 160 points de moto qui reviennent, et pour l'adversaire ça peut très vite être la marée de cultistes, et en fait tu te fais complètement submerger par tous les unités qui repopent, parce que toi tu donnes de la ressource pour les détruire, et elles reviennent en boucle, et c'est très démoralisant je pense. Yes, alors c'est quoi les contre-mesures qu'on va pouvoir avoir pour contrer ce mécanisme-là? Ou au contraire, comment est-ce qu'en tant que joueur culte, tu vas contrer le contre? Alors, en tant que et donc en tant qu'adversaire, tu risques de contrer le contre qui voulait contrer. Ouais. Oh, on va voir toutes les clés pour réussir. Ouais, non, mais quel enfer. Bienvenue chez le culte. Simple, mais pas simpliste. Ah ouais, voilà, clairement pas simpliste. Pour le joueur du culte, ce qu'on va vouloir faire, vu qu'on revient à la fin de phase de mouvement de prochain tour adverse, c'est de mourir à son propre tour. Parce que si on meurt à son propre tour, on revient juste après au tour adverse.
Et donc pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de se suicider sur une ligne ennemie, donc de charger l'adversaire, typiquement avec des néophytes de corps à corps qui sont un peu nuls, et de se faire massacrer au corps à corps pour revenir juste après. Donc pour le joueur culte gêné, le but ça va pas de mourir au tour adverse, mais à son propre tour. Donc souvent en se suicidant chez l'adversaire. Et... Tu parles de suicide, excuse-moi, il y a aussi la notion aujourd'hui de cohésion. Ouais. Quand on replace les figurines, justement, à côté du blip, en général, on va faire une espèce de tentacule qui va nous permettre d'aller voler des objectifs ou d'aller lock des choses ou plein d'autres tricks de mouvement. Mais on peut aussi se suicider puisque si à la fin d'un tour, on n'est pas en cohésion d'unité, on va devoir retirer les figurines jusqu'à ce qu'on le devienne. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a un peu une règle un peu con là-dessus, c'est que si on a un personnage dans une unité, on va péter la cohésion jusqu'à ce qu'il reste une figurine et on va faire en sorte qu'il reste plus que le personnage. Donc les 20 néophytes vont mourir, revenir juste après au tour adverse et on va juste avoir un Primus qui va être là, il va pas savoir quoi faire, il va se faire défoncer. Mais comme ça, on gagne assez gratuitement une unité de plus durant le tour adverse. Ça fait partie des choses qui sont pour moi un peu à régler pour la data sale qui va arriver. Parce que c'est un peu bizarre comme interaction de se tuer soi-même, de revenir, d'en bénéficier. Je suis pas sûr que c'était dans l'esprit de la règle. Encore une fois, on met un gros disclaimer parce que Game Workshop est en train de travailler sur une emergency data slate pour justement ce genre de mécanisme. Est-ce que tu penses que l'armée en a besoin ou est-ce que finalement aujourd'hui le costing fait que, de toute façon, l'armée, même si elle ne reviendrait pas ou elle ne reviendrait qu'en narratif, ça serait ok? Moi je la trouve assez chouette cette règle parce que le Cult Gene Stealer ça reste des unités très fragiles et avant on avait souvent cette en early game, donc en début de partie, une grande force parce qu'on fait pas avec tous ces cultistes, on était contents. Puis en fait on se faisait laver et à la fin on se battait avec 3 persos en fond de cours en mode on a gagné des points, on va essayer de survivre. Et pour la fin de partie c'était pas drôle en termes pour la révolution. Voilà, c'est ça. C'est les 3 gars survivants, les copains, ouais. Mais en fait là c'est plus du tout possible. Et maintenant on a du coup cette marée de troupes qui arrive sans cesse et ça donne un late game occulte qui n'a en fait jamais existé avant. Parce qu'avant, soit on massacrait l'adversaire en fait pan et c'était fini. Et par contre, si on le tuait pas, il nous défonçait. Et là, ça nous donne vraiment une possibilité de jouer sur 5 tours, ce qui est assez chouette et vraiment nouveau. Et donc, on s'amuse un peu plus, je pense, en tant que joueur culte. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, en tout cas, qui va se sentir acculé par le culte qu'est-ce que tu as comme contre-mesure? Le joueur culte, auparavant, il avait un système de blips qui l'empêchait d'être agressé tour 1, puisqu'on ne pouvait pas arriver à 9 pas, ça n'existe plus du tout. En fait, on va arriver avec un joueur culte qui a très peu de figurines sur la table au tour 1. Et donc en fait si on va l'ultra agresser avec des transports, avec des unités rapides, en fait le culte gêné au tour 1 il aura pas grand chose pour répondre. Et si tour 2 vous allez partout dans sa ligne, en fait il arrivera jamais à mettre des marqueurs blip, parce que vous serez partout et la phase de mouvement vous pourrez les annuler. En fait le gameplay dont on a peur en tant que joueur culte gêné, c'est le gameplay ultra agressif. C'est pour ça qu'on va essayer de jouer des infiltrations, des motos, des scouts pour justement donner à manger avant que l'adversaire arrive chez nous, parce qu'une fois que l'adversaire est chez nous, on a perdu. À coup de Karcher la racaille. Ah là on la garde ou pas? Ensuite, autre excellente règle historique chez le culte, ça va être les frères de Couvin. Dans une armée de 2000 points, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 500 points de Astra Militarum, à l'exclusion de certaines unités comme les héros épiques, les Ogrins, les Ratlings et ainsi de suite. Trop cool, mais est-ce que c'est réellement intéressant? Franchement c'est sympa parce qu'on peut très facilement ajouter une figurine ou deux de l'Astra Militarum, une petite unité selon ce qu'on a. D'ailleurs il y a en termes de fluff t'as envie parfois de jouer de l'Astra Militarum parce que c'est cool. Tu peux jouer à l'Eman russe, tu peux jouer du tir en ligne de vue, ce qu'on n'a pas trop, donc un basilisque, une manticore. C'est pas aussi fort qu'en Astra mais ça amène un petit bonus et je trouve ça chouette de sans payer de ressources, juste aller chercher 2-3 unités d'un autre codex pour aller complémenter le culte et je trouve que c'est fluff quoi, c'est des copains. Pour l'instant. Ensuite, la règle de détachement va être Ilvar Tantoshu, puisque à chaque fois qu'une unité culte Genister, votre armée est placée sur le champ de bataille en tant que renfort, jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat, les armes dont les figurines sont équipées vont avoir tir soutenu 1, ça fait que sur un jet de touche critique, vous allez faire une touche supplémentaire, et aussi ignore le couvert, et ça c'est à l'égard du tir et du corps à corps. C'est ça. C'est assez sympa, c'est un bonus à la fois tir et corps à corps, surtout tir, puisqu'au final l'ignore couvert plus le tir soutenu, c'est quand même sympa. Comme je te disais, les packs de néophytes qui vont surtout en bénéficier, donc ils vont arriver, ils touchent très mal, ils touchent à 4 ou à 5, tu peux pas trop les buffer, mais au moins ils auront une petite reroll et ça va un peu les buffer. Et comme on n'a pas beaucoup d'armes avec de la PA, le fait d'ignorer le couvert, ça fait quand même plaisir. On enchaîne ensuite avec les stratagèmes. On commence par loyauté aveugle. Celui-là, il vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de tir ou de combat adverse. Si un des personnages du culte est ciblé par une des attaques, alors on va être capable de le transmettre aux unités du culte qui sont à 3 pouces d'aile. C'est ok, c'est une règle qu'on avait avant gratuitement, maintenant c'est un stratagème. Ça peut aider sur typiquement des Kellermorph, des petites unités un peu indépendantes, les saboteurs. Si on a des unités autour, ça permet de les protéger puisqu'ils sont ciblables. Mais sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est cher pour un CP. Est-ce que vous avez des personnages qui sont agents indépendants, c'est-à-dire qui ne peuvent être pris pour cible seulement si l'unité est à moins de 12 pouces? On en a quelques-uns, surtout un peu tout ce qui est infiltration. Donc il y a le saboteur, celui qui a avec ses petites bombes. On a le Sanctus, le sniper en type Psyker qui l'a.
Et après, on va voir juste après, il y a un stratagème qui permet aussi d'avoir ça en équivalent. Et donc ça permet, pourquoi pas, d'en bénéficier si jamais on a des néophytes, des acolytes qui sont à côté. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'en fait, on va jauger la puissance d'un codex, savoir s'il a ce genre de mécanisme de jeu, puisque notamment pour défendre les objectifs qui sont soit chez soi, soit surtout avec du culte où tu peux rip-hop, écranter, on va dire, pour empêcher l'adversaire de rentrer à moins de 12. Là, tu dis qu'au cas où, pour un PC, tu vas pouvoir justement pallier à ça. Et on verra que les unités non opératives, c'est un keyword qui est très fort. Et là en plus on a des unités qui sont très fortes, le saboteur est vraiment très fort. Ensuite on va avoir piège coordonné, ça vaut 2 PC, on va l'utiliser au début de la phase de tir ou au début de la phase de combat. Faut pouvoir l'appliquer sur 2 unités du culte et une unité ennemie, puisqu'en fait elles vont devoir coordonner leur tir et ça va leur donner +1 pour blesser. Alors c'est très chouette puisque comme je te disais on a très peu de bonus pour blesser, mais au final c'est 2 CP dans cette version. Les points de commandement sont très rares, on a envie de les utiliser avec parcimonie, on n'a pas tellement de récupération de CP en culte. Et donc pour 2 CP parfois on va le faire, mais globalement on va voir plutôt utiliser ceux qui vont venir juste après. Le prochain c'est Rat des tunnels, il vaut 1 PC, on va l'utiliser sur une unité culte à la phase de mouvement qui arrive des frappes en profondeur et celle-ci va pouvoir être placée à 3 pouces d'unité ennemie. Petit garde-fou, tu seras pas éligible à la charge. Et heureusement. Très très fort, c'est à la fois du contrôle de terrain, c'est à la fois une manière de reprendre des objectifs si l'adversaire a pas très bien screené ses objectifs. C'est un moyen aussi d'arriver à porter pour des armes à très courte portée, on pense aux charges de démolition. On peut le faire avec 2 unités, si on a un Exos on le verra qui fait gratuitement sur une 2ème unité. C'est très très fort, je pense qu'on va le faire quasiment à chaque tour dès qu'on a des réserves. Ensuite on va avoir l'embuscade parfaite, ça va s'utiliser à la phase de tir, on va pouvoir l'appliquer sur une unité qui est arrivée des réserves et celle-ci va avoir +1 à la caractéristique de tir et +1 à la pénétration de son arme. 1 CP, +1 hit, +1 PA, c'est juste très très fort, surtout avec des unités qui tirent pas très bien généralement. Donc là, une CT à 4+, va passer à 3, une CT à 5 va passer à 4. Et comme je disais, on a une grosse saturation avec pas beaucoup de PA. Donc tout ce qui peut rajouter de la pénétration d'armure, on verra qu'il y a pas mal d'outils dans le codex pour le faire. Ça rend l'unité forcément beaucoup plus forte. Yes, stratagème excessivement fort, uni aux ténèbres pour 1 PC, on va l'utiliser à la phase de tir adverse. Juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, alors une unité infanterie culte Jenny Stealer qui va être sujet à au moins une de ses attaques va pouvoir dire non, tu ne pourras me tirer dessus que si je suis à moins de 12 pouces de toi. Et si jamais t'es à moins de 12, de toute façon j'ai -1 pour être touché. Donc double bénéfice de cette règle, c'est que 1 CP, pour moi c'est pas assez cher pour un stratagème aussi fort. Ça va permettre sur des unités d'infanterie particulièrement coûteuses, en fait on pense tout de suite aux aberrants, de les mettre chez l'adversaire. Et en fait, dès qu'il sera à plus de 12, on pourra pas du tout tirer dessus. Et comme il y a pas mal d'outils chez le QG Stealer pour bloquer l'adversaire, l'effet PA3 qu'on a présenté juste avant, on peut assez facilement bloquer complètement l'adversaire chez lui, mettre des aberrants proches, mais pas non plus trop proches. Et en fait, il va se retrouver complètement bloqué à pas pouvoir les gérer. Et c'est vrai que du coup, c'est très très anxiogène de gérer ces unités. Aujourd'hui, il n'est pas précisé, mais bien évidemment, vous pouvez changer de cible si jamais il n'y a plus de cible potentielle. Ça, ce serait bien. Et ensuite, on va avoir le retour dans les ombres pour un petit PC. On va l'utiliser à la fin du tour adverse. Jusqu'à 2 unités des lignes ou une unité infanterie de votre armée vont pouvoir être retirées et placées en réserve stratégique. Ça peut être assez fort pour s'adapter à la fin du tour adverse. Après, comme en QG Stealer, on est soit en FEP, soit vraiment devant l'adversaire, soit en réserve, puisqu'on est déjà mort, on va revenir. En fait, la situation, on est sur table à la fin du tour adverse et qu'on souhaite repartir en réserve, elle arrive quasiment jamais, puisque généralement on se sacrifie en boucle, c'est le but du culte. Donc utile, mais assez difficile à aller chercher. On va maintenant passer aux optimisations. On rappelle que vous pouvez en avoir jusqu'à 3 dans votre armée sur les 4 qui sont disponibles et qu'il faut les payer en points. Le premier, ça va être l'agitateur discret. Il vaut 15 points de victoire. Ça va être figurine du culte seulement une fois par tour quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance de retraite à moins de 9 pouces du porteur. Alors celui-ci va faire un mouvement normal de jusqu'à des 6 pouces. C'est ok. En fait, la seule figurine actuellement où on veut le voir là-dessus, c'est sur l'Alphus Chacal, parce qu'il a une capacité pour faire des mortels lorsqu'il se déplace en mouvement normal, et comme ça déclenche un mouvement normal. En fait, ça va permettre de bouger. Et en fait, sur des grosses unités, on a envie de bloquer les moves adverses, c'est très fort, parce que s'il bouge une première unité à 9 pas, tu vas bouger de D6 et encore plus le bloquer chez lui. Donc en fait, c'est une unité. C'est vraiment un mouvement juste pour être gênant. Yes, on précise que c'est un mouvement normal qui vous empêche donc de rentrer à moins d'un pouce de l'ennemi. Ensuite, on va avoir la ruse insondable. Elle vaut 30 points. Elle dit figurine culte Jenny Stealer seulement tant que le porteur mène une unité. Les figurines de cité ont l'aptitude infiltration. Ça veut dire qu'ils peuvent être mis au moment du déploiement n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et à plus de 9 pouces de la zone de déploiement adverse. Et en plus, deuxième effet qui se coule, à chaque fois que vous utilisez un stratagème pour cette unité-là, alors vous allez jeter un dé sur un 4+, vous gagnez un point de commandement. C'est très fort. Déjà pour la récupération de CP, on a envie d'avoir plus de CP en QGN, donc ça permet d'avoir ça. Et surtout,
ça peut permettre un gameplay d'agression au tour 1 avec l'infiltration. On va voir que juste après on a le Primus qui permet de redéployer des unités. Donc après avoir l'initiative, pourquoi pas de remettre des unités en infiltration pour agression sur le tour 1. Au contraire, si on avait mis des unités en infiltration, repartir en réserve. C'est très très fort et c'est très utile. On peut imaginer ça au hasard sur 10 aberrants menés par un personnage type Abominant. Là on se retrouve direct dès le tour 1 avec un pack d'aberrants devant chez soi. Sachant que le QGN va faire ça uniquement s'il a le T1. Donc se faire agresser dès le tour 1 par des aberrants, c'est pas sympa. C'est même très 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 frustrant. Il y a des armées qui vont galérer à s'en prémunir, ou alors il faut mettre des petites figurines qui coûtent pas cher, une ligne de scout, ou peut-être même des infiltrateurs, parce qu'au moins ça nous permet, première pause, on met des infiltrateurs et on sait qu'on s'offre, on va dire, un petit peu de respiration, puisque lui n'aura pas le droit de les mettre à 9 pouces. On contrôle l'infiltration avec de l'infiltration. Là où pour coup c'est très fort, c'est qu'en plus de ça, cette unité, t'as une chance sur 2 qu'elle revienne. Bah oui. Le mec la gère, 300 et quelques points avec le personnage. Bon bah je sais pas grave, elle peut revenir. T'inquiète, ça revient. C'est du sel, hein, ça. Quand je fais ça, c'est du sel de bonne humeur, mais c'est du sel quand même. Ensuite, on va avoir le planificateur méticuleux. Lui, il vaut 40 points. C'est une des améliorations les plus chères du jeu. Figurine Kul'jani Stealer seulement une fois par bataille, juste après que votre adversaire a utilisé un stratagème. Si le porteur est sur le champ de bataille, il peut utiliser cette aptitude. Auquel cas, la prochaine fois que l'adversaire utilisera le même stratagème, il coûtera 1 point de commandement supplémentaire. Super utile, parce qu'on va voir que la plupart des factions ont un stratagème qui va être très utile et qui vont spammer ou en tout cas utiliser plusieurs fois durant la partie. En Kul'jani Stealer, on est assez frileux de l'Overwatch, donc le fait de pouvoir vecter ce stratagème d'Overwatch, ça peut nous aider, puisqu'on va FP quasiment chaque tour, même jusqu'au tour 5. Et au bout d'un moment, le gars il va plus nous tirer dessus qu'on va FP, parce qu'il pourra plus, ça coûtera 2 CP, et ça nous permet de nous prémunir de ça, ou de n'importe quel stratagème très structurant pour une faction. Est-ce que ça veut dire que tu joues en 1960 points et que tu l'intègres dans chacune de tes listes? Ah oui, ouais, quasiment, ouais. C'est trop utile, et puis c'est vraiment relou pour l'adversaire, quoi. Et juste pour ça, on aime bien être relou. Ensuite on termine avec l'objet d'adoration, il vaut 10 points, figurine du culte seulement tant que le porteur mène une unité. Vous pouvez cibler cette unité avec le stratagème intervention héroïque pour 0 PC et vous pouvez le faire même si vous avez déjà ciblé une unité similaire pour le refaire. Pas ouf. En fait, le gameplay d'un Kul'jani Stealer c'est dans l'agression, alors que l'intervention héroïque c'est un gameplay plutôt de défense. Donc pour moi c'est peu utile, à moins si on a vraiment envie de se prémunir des agressions tour 1. Mais pour ça on va préférer jouer de l'infiltration comme tu disais pour contrer l'infiltration. D'accord, donc j'ai une question pour toi. Est-ce que tu joues systématiquement en 1930 points pour avoir la ruse insondable qui pour rappel permet d'être déjà de récupérer des PC pour sur un 4+, sur cette unité là, de mettre sur une unité en infiltration et aussi donc de pouvoir augmenter le coût en PC de certaines unités? Oui, je joue quasiment ça. Et puis l'agitateur discret, si je veux jouer des motos, je le mettrai automatiquement avec l'Alphus. Donc en fait on a 3 traits vraiment utiles et ça tombe bien, on peut en mettre 3 max, donc c'est cool. On va maintenant rentrer dans le dur de l'armée en s'attaquant aux fiches techniques. Exercice rare, on va suivre l'ordre alphabétique, c'est-à-dire celui proposé par Game Workshop. On va commencer par l'Abominant et les Aberrants. L'Abominant est un personnage meneur qui lui va coûter 75 points et ne peut rejoindre que les Aberrants. Il va donner touche soutenue 1 à l'unité qu'il va rejoindre et en plus de ça, la première fois qu'il va mourir, on va jeter un dé et sur un 2+, il va pouvoir revenir. Comme d'habitude, il reviendra le plus près possible de son lieu de mort, mais il ne pourra pas être à portée d'engagement. Quand on regarde un petit peu son profil, il va bouger de 6, avoir une endurance de 6, être OC1, ce qui est normal, et derrière balancer quand même 3 patates de force 12, PA-2, dégâts D6+1. On parlait tout à l'heure du fait qu'il va pouvoir rejoindre les Aberrants. Les Aberrants, c'est donc les plus gros tons dont le codex va disposer pour le corps à corps. On va pouvoir jouer les figurines de 5 à 10 à 165 points par tranche de 5 figurines, donc 330 points le pack de 10, donc 405 points le pack de 10 avec un Abominant. Si on regarde maintenant leur profil, ils ont endurance 6, 3 points de vie, un commandement de 7, ce qui est pas ouf, OC1, ce qui est pas ouf, mais clairement ils sont là pour meuler. Ils ont déjà une sauvegarde à 5, ils ont un insensible à la douleur natif à 4+, et ils ont nativement aussi la règle frappe en profondeur. Leur petit bonus, c'est garde du corps imposant, puisque tant qu'un personnage a rejoint l'unité, alors ils vont avoir l'équivalent d'un transhuman, puisque tout simplement, si la force de l'attaquant est supérieure à leur endurance, ils auront -1 pour être blessés. Autant vous dire donc qu'ils ne seront toujours blessés au mieux que sur du 4. En termes d'équipement, chaque bonhomme va faire 3 attaques, sur du 3+, de force 8, PA-2, dégâts flat 3, et le chef peut, s'il le souhaite, changer cette arme que je viens de décrire par une arme lourde improvisée qui va faire 5 attaques de force 6 sans PA dégâts 2. Donc clairement, tout le monde va justement utiliser 3 attaques de force 8 PA-2 dégâts 3. Question pour toi, est-ce que 330 points c'est bien? Est-ce que systématiquement tu mets l'Abominant pour que
ils aient l'équivalent d'un -1 pour être blessés, et surtout excellent porteur d'optimisation qu'on a décrit tout à l'heure. Alors oui, les aberrants 330 points c'est très cher. Après quand on prend en compte le fait qu'ils peuvent revenir sur un 4+, c'est aléatoire mais c'est à prendre en compte. Tu dis que ça peut être vite rentable s'ils reviennent au moins une fois. Ça tape très fort, c'est notre seul outil un peu anti-élite, anti-char avec le dégât 3. Ils font 3 attaques chacun, donc 30 attaques quand même c'est pas mal. Effectivement si on met l'abominant, sustain hits, donc les tirs, les 6 qui proc une touche en plus, ça permet de fiabiliser. Ils peuvent aussi être rejoints par un Biophagus, on va le voir après, c'est les 2 seuls persos qui peuvent rejoindre les aberrants. Mais globalement c'est assez sympa, et puis on va surtout vouloir la faire accompagner par un perso, d'abord pour le -1 blessé, et en plus pour pouvoir potentiellement leur donner une amélioration, celle qu'on a vue précédemment, typiquement l'infiltration, puisqu'on va les faire bénéficier de stratagèmes, donc gagner des CP, et en plus on va vouloir les infiltrer pour agresser très vite l'adversaire, parce que sinon ça bouge que de 6, c'est pas foufou. Est-ce que c'est auto-include? Est-ce que tu penses qu'en 1000 t'en joues toujours 5 et en 2000 t'en joues toujours 10? Je pense pas, je pense que c'est vraiment un choix technique, parce que en fait c'est un peu spécial comme unité, c'est quand même 30 points, c'est Philopane à 4 dans une méta où il y a beaucoup de blessures mortelles, on a envie d'avoir au moins un petit peu de sauvegarde là-dessus, donc c'est assez sympa. Donc à utiliser à 1000 points, 10 c'est trop cher. 5, est-ce qu'on va vraiment payer un perso entier pour buffer 5 gars? Je suis pas sûr. Donc c'est vraiment un choix, soit on en joue 10, soit on en joue pas du tout. Mais pas beaucoup plus que 10, je pense pas. Tu nous en parlais tout à l'heure, on va maintenant parler du Biophagus. C'est un personnage qui vaut 50 points, qui peut rejoindre les aberrants, les acolytes, les métamorphes et les néophytes. Il est livré avec son petit acolyte. Déjà, il va donner à l'unité qui le rejoint touche fatale, c'est-à-dire qu'un jet de touche critique, en général de 6, blessera automatiquement sa cible. Et surtout, il va pouvoir utiliser son familier une fois par partie et dire que lui et son unité vont avoir au corps à corps anti-infanterie de plus, donc blesser automatiquement l'infanterie sur du 2+. C'est pas mal, et lui va pouvoir s'énerver une fois parce qu'il va pouvoir activer la guerre biologique, puisque une fois par partie il va pouvoir s'injecter un truc et passer des dégâts 4. Plus sérieusement, le Biophagus il peut rejoindre une unité même si celle-ci a déjà été rejointe par un Primus, un Magus ou un acolyte garde icône. Toi, tu le mettrais où? Alors clairement, quand tu vois le une fois par partie infanterie de plus, c'est super séduisant. Tu parlais tout à l'heure de le faire rejoindre des aberrants. Et le problème, c'est qu'il occupera la place de meneur et donc que ton pack d'aberrants n'aura pas d'abominum dedans. Ouais. Donc toi, tu le vois avec qui, ce petit mec? Moi je le vois avec, en vrai je le vois quand même avec les aberrants, à la place de l'abominant, avec l'infiltration pourquoi pas, puisqu'il va permettre de donner infanterie de plus, c'est très fort. Après on est déjà force 8, mais au moins tu vas blesser à 2, t'es sûr de péter le gars. Exactement tout ce qu'on appelle les body type Terminator qui sont endurance 3, endurance 7 avec le rest ou avec en tout cas ou tout ce qui est armure gravis maintenant endurance 6. Le fait de fiabiliser une phase, tu t'en serviras qu'une fois de toute façon en général, donc Puis même contre tout ce qui est un peu véhiculé ou à très forte endurance, le fait d'avoir les coups critiques sur du 6 à la touche qui blesse automatiquement, ça permet de passer assez facilement des très grosses endurances, donc pourquoi pas. Pour l'instant je préfère l'abominant, le fait qu'il ressuscite, le fait qu'il soit un peu plus tanky, et puis il est un peu plus dans la veine quoi. Il fait plus aberrant que le Biophagus. Le Biophagus ça fait un peu le papa avec ses chatons, alors que l'abominant il est là et il représente quoi. Ah, il te va bien. Je me projette dans l'abominant. Ah, c'est bien, mais pas l'abominant, le petit familier qui est derrière. Qui lui gratte le dos. Voilà, On découvre ensuite la première unité de ligne. On rappelle donc que celle-ci revient automatiquement quand elle est détruite. On va parler des hybrides acolytes. Ils sont jouables de 5 à 10 figurines et c'est 75 points la tranche de 5 figurines. Vous êtes donc à 15 points le modèle. Si on regarde un petit peu leur corps, ça bouge de 6, c'est une endurance de 4, une sauvegarde à 5, un seul petit point de vie, commandement de 7, mais surtout, comme ce sont des lignes, ils ont objectif contrôle 2 par figurine. Ensuite, ils vont avoir ville insurgée qui fait qu'ils vont tout le temps relancer les jets de touche de 1 au tir au corps à corps. Et si l'unité ennemie est à portée d'un pion objectif, relance aussi les jets de blessure de 1. Au niveau ensuite de leurs aptitudes d'équipement, ils vont pouvoir avoir un icône de culte qui fait que, et c'est là où il y a un souci, à l'étape des renforts de votre phase de mouvement, vous pouvez restituer des 3 figurines détruites. Et si jamais le porte-étendard est à portée d'un pion objectif, ça sera directement 3 figurines. C'est très bien, surtout que maintenant tous les équipements sont gratuits. On va pouvoir voir sur les différents types d'armes qui peuvent être équipées, mais en fait on va vouloir les équiper au maximum. Donc on va forcément mettre un icône sur une figurine, 4 armes lourdes sur 4 autres figurines, et sur tout le reste, je parle s'ils sont 10, hein. Et sur tout le reste on va pouvoir mettre au moins des lance-flammes légers. Donc en fait à 10 on va se retrouver avec une unité avec 5 lance-flammes, une icône et 4 armes lourdes, plus le champion qui est assez fort, puisqu'il a des armes de corps à corps de champion qui sont pas dégueu. Et en fait les armes lourdes, souvent on va soit choisir les armes de corps à corps dégâts 3, qui sont quand même pas mal, ça ramène de l'anti-char, mais surtout je pense qu'on va plutôt aller choisir les charges de démolition, qui ont un profil hyper intéressant, parce qu'ils font énormément de tirs, blast, ça zardouse, mais comme on s'en fiche de mourir, tout va bien.
Et c'est notre anti-char, c'est force 12, PA-2, qu'on peut améliorer avec le stratagème qu'on a vu auparavant, mais aussi avec les Achille tout-terrain. Donc attends, faut imaginer que le pack a 150 points qui va avoir 2 fois 2 armes spé, donc 4 charges de démolition. Il va faire 12 plus 4 D6 Blast. tir. Exactement. Donc en fait, on va rajouter 1 par tranche de 5 figurines dans l'unité ciblée dès la première. De force 12, PA-2, dégâts 2. Ouais. Par contre, la contrepartie, c'est que ça a que 6 pouces de portée. Donc ça veut dire que ça va te forcer à utiliser le stratagème pour arriver à 3 pouces de l'ennemi. C'est ça. En fait, le principe pour faire vraiment très très mal, il y a quand même un combo là-dessus, c'est de FP à 3. Et espérer que l'adversaire n'ait pas de règle pour partir lorsqu'on a FP. Et là, on va lui lancer les 4 D6 charges de démolition. Ça touche qu'à 5, mais on sait que quand on FP, on a sustain hit. Donc on va faire des 6 qui proc d'autres touches. On peut avoir une reroll déjà de 1 à la touche de base, mais si on va mettre un primus dans l'unité, on aura full reroll des touches. Donc là, on va commencer à toucher à 4, reroll, les 6 font une touche supplémentaire, donc toucher très très bien. Force 12, PA-2, -3 avec le stratagème qui fait plus un touche, -4 avec les atalants, et en fait on va éclater quasiment n'importe quelle unité. Enfin c'est le gros kaboom quoi. On lance toutes les charges, ça explose et c'est vachement intéressant. Quasiment. Donc clairement, c'est du auto-include par 10 dans toutes les listes, 150 points, c'est pas cher, ça revient automatiquement. Oui. Pour l'instant, en tout cas, on verra si jamais ça change. Je souhaite au moment où vous regardez la vidéo qu'il y ait une petite étoile qui apparaisse ici, là, qui apparaisse sur sa gueule, tiens, voilà, qui apparaisse ici et qui dise ça a changé. Plus sérieusement, 150 points, c'est pas cher. Moi, ce que j'aime, c'est que pour le coup, c'est très lisible comme unité. C'est-à-dire que d'un côté, c'est ultra anxiogène parce que voilà, mais à côté de ça, ça te force toi à utiliser le stratagème qui fait que tu arrives à 3. Donc si tu n'as n'importe quelle contre-mesure, t'as moyen de contrer ça, enfin de contrer un énorme trou quoi. Voilà, faut essayer, ou alors de screener toutes ces unités très tanky pour éviter de se prendre cette charge de démolition, mais c'est quasiment la seule unité du jeu qui va archi éclater l'adversaire avec les aberrants. Mais si on sait s'y prémunir, on va voir après que la létalité du culte n'est pas non plus hyper forte. Là, c'est un tir unique, donc en fait c'est vraiment partir du principe que l'unité est à usage unique et derrière elle meurt. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu le principe du culte en général, d'où la règle de faction qui fait si on meurt, on revient, on triche. Truc tout con, est-ce que tu joues systématiquement une unité comme ça, quel que soit le format, 150 points c'est pas cher, donc quoi qu'il arrive, il faut ces 10 hybrides acolytes? Ça donne notre unité qui, lorsqu'elle va arriver, va éclater l'adversaire. Il en faut au moins une, parce que des fois il y a des unités très très résilientes chez l'adversaire. Donc au moins on a cet outil-là dans l'armée qui dit je t'éclate, et le reste va plutôt aller chercher du scoring. On continue ensuite avec le Nexos. Le Nexos c'est un personnage meneur qui vaut 50 points, qui peut rejoindre soit les acolytes, soit les métamorphes, soit les néophytes, donc l'unité qu'on vient de voir, et qui va dire analyse du champ de bataille. Une fois par tour, vous pouvez choisir une figurine ou une unité de votre armée en cette aptitude comme cible d'un stratagème pour 0 PC, même si vous avez déjà choisi ce stratagème à cette phase. Ensuite, il va avoir une capacité assez rigolote qui est l'infiltration du culte, puisqu'il va pouvoir déplacer de jusqu'à 6 pouces un pion d'embuscade du culte. Très utile, je pense qu'on va le jouer dans quasiment toutes les listes, parce que cette capacité d'avoir un deuxième stratagème qu'on a déjà utilisé pour 0 PC, c'est très fort. Moi, je vois 2 utilisations à cette capacité. Tu as la FEP à 3. Donc en fait, on va pouvoir FEP à 3 avec 2 unités en même temps. L'unité de base plus l'unité du Nexos. Kratos en plus, ça fait plaisir. Et la deuxième capacité, pour le deuxième stratagème très fort qu'on a présenté, c'est la capacité de ne pas être ciblé à plus de 12 pas. On peut le faire avec 2 unités s'il y a l'unité du Nexos dedans. Donc je trouve ça assez sympa et je pense qu'on va le voir quasiment partout. Et la capacité de bouger à 6, le petit pion, ça peut être utile dans le sens où si on voit que l'adversaire, on a mis son pion trop loin et on voit que l'adversaire ne se rapproche pas, on peut le rapprocher de 6 pas avant de faire venir les gars. Donc c'est bonus. Mais donc là on sort de l'unité d'acolyte, donc tu vas avoir envie de mettre un primus pour la relance des touches qu'on va découvrir tout de suite, et justement un Nexos, donc en fait de jouer 2 packs, et tu peux faire une alpha qui est monumentale, c'est-à-dire que si tu as le T3, tout rentre dans une liste largement pour mettre un pack de 10 aberrantes avec l'amélioration qui va permettre d'arriver T1, et T2 tu fais arriver 2 packs à 3 pouces de l'ennemi. C'est ça, yalla. Et tu peux même mettre 2 primus dans chaque pack, puisque le Nexos peut rentrer dans un pack où il y a déjà un primus. Donc en fait tu peux y aller, effectivement tu as ce gameplay tour 1, j'envoie mes aberrants première phase, et tour 2 il y a toutes mes faibles quasiment avec les néophytes et les acolytes, 2 packs qui fait pas 3, et là on balance les grenades et on voit ce qui reste quoi. Et en général la game dure à peu près 20 minutes. Et voilà, et après on aura un bois de bière, c'est super. T'as parlé tout à l'heure donc du Primus. Le Primus il vaut quand même 70 points, ce qui pour un perso du culte est relativement cher. Maintenant il va avoir le démagogue du culte, puisque quand il est dans une unité, cette unité va avoir full relance des touches. Il va aussi avoir le leurre et des informations, qui fait qu'après le déploiement vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 unités du culte et les redéployer ou les mettre en renfort stratégique. Pour moi, ça fait partie du personnage obligatoire de l'armée, juste pour la capacité de redéploiement, qui est après l'initiative. Donc on peut se redéployer en amont si on a de la filtration, repartir en réserve si on veut mettre plus que 1000 points en réserve par exemple.
Et puis la full reroll des touches, ça combat avec une armée qui a une CT pas ouf. Typiquement la CT 5+, sur les charges de démolition. Et aussi avec les 6 à la touche qui font une touche supplémentaire. Quand on full reroll, ça fera forcément plus de 6. Donc c'est vraiment très très fort. Il en faut au moins un. Et typiquement, moi je le vois quasiment obligatoirement avec des acolytes. Mais on peut le mettre aussi avec des néophytes. Néophytes qui touchent à 5 avec les armes lourdes. En fait, on va full reroll, ça va être beaucoup mieux au niveau de la touche. Donc vraiment, très forte unité, malgré les 70 points. C'est pour ça que moi je suis pas sûr d'en jouer plus que 1. Mais ça reste très très bon. Après, il faut se rappeler qu'ils ressuscitent pas eux. Donc c'est vraiment des points que tu perds pour toujours. Donc est-ce que c'est mieux de mettre des prémices pour être super fort le premier tour on arrive, ou plutôt plein d'unités pas ouf mais qui vont revenir en boucle? Ça, en fait, ça fait partie des choix qu'on va avoir en tant que joueur culgéné sur la construction de liste. On continue et on termine avec les lignes avec les néophytes hybrides. On est à 80 points les 10 figurines ou 160 les ventes, et donc à 8 points le bonhomme pour une unité qui est objectif contrôle 2. Oui. Voilà, qui revient en boucle, c'est pour ça qu'ils peuvent être forts. Surtout ça. Endurance 3, sauvegarde à 5. Par contre, ils ont la règle implant sur plusieurs générations, puisque eux, au début de votre phase de commandement, vous allez pouvoir jeter un D6 pour chaque pion objectif qu'ils contrôlent, et sur un 4+, ça fera un petit PC cadeau. Ils peuvent bien évidemment avoir une icône du culte qui fait qu'on va pouvoir ramener 3 figurines, sauf que eux, la particularité, c'est que si on est sur un pion objectif, ça sera D3 plus 3 avec les mêmes mécanismes que tout à l'heure. Ouais. C'est très fort. Le fait de pouvoir les jouer par 20, en fait, ça va vraiment être notre base de marée de cultiste. En fait, la règle de faction a été pensée pour moi sur les néophytes, dans cette idée de mec vraiment pas ouf. C'est un PV en du 3, ça y va à 5, c'est nul. Il tire même pas bien, mais on va en avoir 20, ça va prendre la table, ça va nous donner des CP si on a des objets, et en vrai, c'est eux qui vont contrôler les objets. Donc c'est très bien, on va récupérer des CP, on voit que les stratagèmes sont très bons, et on va les équiper. Comme tous les équipements sont gratuits, on va les équiper au max, donc ça veut dire une bannière pour ressusciter. Des armes spéciales, donc soit des lance-flammes, soit des lance-grenades. Les lance-grenades sont pas mal. Et en armes lourdes, soit des canons laser, mais plutôt des canons sismiques, dans cette idée de saturation et de bénéficier des plus 1 PA, des rerolls des touches, des 6 qui proc. Voilà, donc globalement, un pack de base, ce sera 4 canons sismiques, 4 lance-grenades et une bannière, mais on peut les équiper différemment. Et cette capacité de s'en foutre qu'ils vont mourir, de juste les envoyer à 9 pas de l'adversaire, de les suicider au corps à corps durant son propre tour en essayant de charger à 9, et de faire un maximum de dégâts, je pense que c'est très très fort, puisque c'est objectif contrôle 2, donc pour deny les objectifs adverses, C'est c'est super très fort. Enfin, vraiment, c'est archi utile. En Et fait, 160 points, c'est vraiment pas cher. Quand tu es sur un objectif, que tu le contrôles ou que tu le contrôles pas, quand tu fais revenir D3 plus 3, ça fait une moyenne de 5, ça fait l'équivalent de 10 sur un objectif. Puis il y a un peu cet aspect, dans tous les cas, j'ai gagné. Si je suis vivant et que tu me tues pas, je vais te détruire, donc j'ai gagné. Si tu me tues entièrement, je reviens après, donc j'ai gagné. Et si tu me détruis pas entièrement, je garde la bannière, je ressuscite les armes lourdes et j'ai gagné quand même. Donc toujours cet aspect un peu anxiogène, un peu démoralisant du culte, quoi. Yes, on va faire un tour côté tyrannide avec la partie du patriarche. Lui, il vaut 85 points et il peut bien évidemment rejoindre que les Généstealers pure souche, qui est une datasheet unique au culte Généstealer, ça n'a rien à voir avec le reste. Rien à voir. En tout cas, il va leur donner blessure dévastatrice, le fait sur un 6 pour blesser de faire directement de la mortelle. De base, il va avoir frappe en profondeur, infiltrateur et horreur cosmique, puisque au début de la phase de combat, chaque unité ennemie à 6 pouces ou moins de cette figurine doit faire un test d'ébranlement. Voilà. Et surtout, une fois par bataille, s'il sacrifie son familier, il va pouvoir doubler cette aura-là. Donc ça sera à 12 pouces de lui. J'en parlais juste avant, cette figurine va être capable de rejoindre les Généstealers pure souche, qui sont jouables à 5 à 90 points, à 10 à 180 points. Faut donc imaginer que l'alliance des deux fait 265 points. Maintenant, vous bougez de 8, vous avez une endurance de 4, une sauvegarde à 5, qui est aussi une sauvegarde invulnérable à 5. Vous avez 2 points de vie maintenant, par tête de pipe, un commandement de 7, OC1. Vous avez nativement le fait de pouvoir déclarer une charge à un tour, vous avez avancé. Et en plus de ça, vous avez infiltrateur, tout comme le papa tout à l'heure. Ça sonne comme étant assez alléchant. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu cher, 265 points? C'est un peu cher, je trouve, pour l'unité. Si on compare forcément avec le reste, ça revient que sur du 4+. Le patriarche, forcément, ne revient pas. Un peu déçu que le patriarche puisse pas rejoindre ses copains du culte, puisque c'est censé être le big boss. Mais cette capacité de s'infiltrer, moi je vois bien des petits packs de 5 Généstealers juste en infiltration pour aller embêter un peu, peut-être manger du scout, manger du ranger, ceux qui veulent s'infiltrer mais qui sont un peu moins résistants que moi. Voilà pour ça. Sinon, c'est que Force 4, le Devastating Wounds, on n'a pas de relance des blesses, donc même s'il y a un patriarche dedans, ce sera pas si fort. Et ça tank pas si bien que ça, donc j'ai peur que ce soit très cher comme unité, malgré le fait que le patriarche est très cool, et sa capacité d'horreur cosmique, de faire des tests d'ébranlement en aura. En fait, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement d'impact, puisque logiquement l'adversaire regagne son ébranlement au début de sa phase de commandement,
Et du coup, en fait, il va continuer de contrôler les objets et ça. Je suis pas hyper convaincu par cette capacité. Yes, c'est vrai que quand tu regardes même le fait de faire avoir des blessures dévastatrices sur du 6, même un pack de 10 qui aurait 40 attaques, bien qui touche à 2 au corps à corps, c'est Oui, quand même très bien. Donc stats, ils vont faire 6 mortels. Donc c'est malheureusement en effet un petit peu limité. C'est bien, mais pour 270 points, c'est pas ouf. Après, le patriarche lui-même est pas mal, il full reroll des blesses, il est devastating wounds aussi, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça reste très cher, ça va donner assassinat. En fait, si on veut infiltrer quelque chose, on va plutôt aller chercher peut-être de l'aberrant plutôt que cette unité-là, puisque l'aberrant, pour le coup, résiste beaucoup mieux à la blessure mortelle et même aux petits tirs normaux. On continue cette fois-ci avec le tout-terrain Achille. C'est une escouade de véhicules, enfin un escadron de véhicules, vous pouvez en avoir entre 1 et 2. On est à 75 points pièce, donc 150 points les deux. Derrière, on va avoir tir croisé qui fait que à chaque fois que cette unité a tiré, on va pouvoir prendre une des cibles de ses choix de tir, et si elle a été touchée, alors son armée va tout simplement pouvoir améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, ils vont pouvoir être équipés de différentes choses, soit avec lanceleur pour avoir le mot-clé fumée, donc le stratagème générique qui peut donner -1 pour être touché, ou alors observateur qui fait que on va avoir une capacité de tir de 3+. Bon bah, t'as compris quoi. C'est plutôt ça qu'on va prendre hein, généralement, puisque la CT3+, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le premier qui est un mot-clé qui permet juste d'avoir accès à un stratagème. Et le dernier bonus qui permet, une fois qu'on a tiré aux copains, d'ignorer le couvert. Mais on a vu que dès qu'on arrive des réserves, on ignore déjà le couvert. Donc en fait, on va plutôt fiabiliser la touche. D'accord, et donc comment est-ce que tu l'équipes? Tir direct ou finalement tir indirect juste pour aller synergiser le reste? Donc au final, t'en jouerais que 1 dans une liste, en général 75 points. Bah, t'as deux choix. Soit tu joues des mortiers, 1 ou 2, puisque t'as envie de mettre plus un PA. Donc ça permet en fait de se cacher derrière sa ruine. Ça prend un peu l'arrière de notre base, quoi. Ça permet de repousser les FEP. Et tu vas tirer au mortier, proquer juste une touche. Ça va pas faire de dégâts, mais aider les néophytes et les acolytes à faire plus de dégâts. Yes, c'est intéressant parce que tu parlais du fait de les jouer ce qu'on appelle en backline, c'est-à-dire dans son dispositif. Juste 75 points, endurance 7, sauvegarde à 3, 8 PEV. Franchement, c'est ouais. très solide. Hein. Non, c'est très solide. Bah, c'est étonnamment solide pour une save à 3, pour un petit buggy du culte là. Mais non, c'est très intéressant. Et puis cette capacité à la fois de créer de la létalité et de synergiser avec le reste de l'armée, typiquement les néophytes qui vont vouloir spammer pour avoir bénéficié de cette règle du culte. Très sympa. Je pense que on peut facilement en jouer 2 dans chaque armée hein, à 2000 points. D'accord. On va enchaîner ensuite avec un petit personnage qui est l'acolyte garde icône. Lui, il vaut 50 points. Il peut rejoindre les acolytes, les métamorphes ou les néophytes. Il va avoir frappe en profondeur, bien évidemment. Il donne l'aptitude d'insensible à la douleur à ses copains. Et sinon, une fois par bataille, quand vous devez retirer un pion en embuscade du culte car votre adversaire s'est déplacé trop près de lui, alors vous allez pouvoir le placer n'importe où sur le champ de bataille, à 12 pouces d'une figurine de votre armée, ayant cette aptitude, et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. C'est ok, il coûte pas très cher comme personnage. Le Finopé à 5 c'est un peu bonus, parce que comme on a vu en culte on veut mourir. Donc en fait donner des capacités de résilience à ces unités c'est pas hyper intéressant. Moi je le prendrais surtout pour avoir un peu ton laisser passer. Une fois par partie, si l'adversaire est venu te casser un de tes pions, imaginons que c'est un pion d'aberrant, un pion de moto, un pion même de 20 néophytes, c'est relou. Donc là au moins ça te permet une fois par game, si jamais le gars a pris de la ressource pour venir te deny au moins un pion, de dire... moi j'ai mon acolyte garde icône et je le replace ailleurs et je perds pas cette unité. Juste en termes de géométrie c'est super intéressant hein, parce qu'il faut imaginer en gros que la personne va se mettre normalement dans les 9 pouces justement pour te contrer on va dire ton rip-up, et lui va être capable au contraire de complètement polariser à l'inverse en fait là où l'adversaire s'attendait à en avoir. Donc c'est vrai que... Ou alors on peut même le jouer différemment, à le mettre à l'arrière de la base adverse, obliger l'adversaire à utiliser de la ressource pour repartir en arrière, pour au final ne pas le deny, et tu le remets chez toi. Et là en fait le mec il a juste perdu du mouvement, il s'est exposé, il y a plein de trucs qui peuvent arriver et en fait c'est assez chouette. On continue avec les chacals Atalante, c'est simplement les motards. Les motards, elles sont jouables de 5 à 10 figurines, 80 points les 5, 160 points les 10, ça fait 16 points la petite moto. Ça a déjà éclaireur 9, ça bouge de 12, une endurance de 4, 2 points de vie au C1. Par contre, ça va avoir déjà gang de pillards qui fait que quand ils sont replacés parce qu'ils meurent et qu'ils reviennent sur un 4+, ça ne peut être qu'à 6 pouces d'un bord du champ de bataille, ou d'ailleurs dès qu'ils sont placés par l'aptitude embuscade du culte. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils vont avoir comme aptitude ensuite le raid de démolition, qui fait qu'à chaque fois que cette unité fait un mouvement normal, vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces et visible de celle-ci, et jeter un des 6 pour chaque figurine de cette unité, et pour chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Faut donc imaginer que si jamais vous êtes 10, la stat vous allez faire
5 blessures mortelles, et que l'unité peut être rejointe par un petit personnage. Ils vont pouvoir être rejoints par l'Alphus Jackal qui vaut 60 points. On est donc à 220 points les 10 motos plus lui, donc les 11 motos. Il va être meneur, éclaireur 9, tout comme eux. Cible prioritaire qui fait qu'il va avoir un petit bonus. Il va pouvoir relancer les jets de touche de 1 avec son sniper, mais surtout il va avoir maître éclaireur qui fait qu'à votre phase de tir, après que l'unité de cette figurine a tiré, si elle n'est pas à portée d'engagement, elle va pouvoir bouger de D6 pouces. Et c'est un mouvement normal. Donc ça marche avec la règle de démolition des motos, ce qui nous permet de faire proquer 2 fois cette capacité durant notre propre tour. Donc là, on n'est plus sur 11D, on est sur 22D, 4 plus une blessure mortelle. Ça commence à être très fort. Bah stat, ça veut dire qu'on est entre 10 et 11 mortels. C'est ça. Et là, c'est avant même de payer l'amélioration sur l'Alphus qui permet au tour adverse, une fois qu'une unité a bougé à 9 pas de cette unité-là, de faire un mouvement normal de D6 pas. Et donc à nouveau de relancer 11D et essayer des mortels sur le 4+. Donc en fait, si vraiment on est avec le mouvement scout à bouger tout droit chez l'adversaire, bah en fait peut-être que dès le premier tour, on va lancer 33D et sur une 4+, faire une blessure mortelle. Donc on a ce méga combo sur une unité de moto qui est assez forte. Après les motos sont pas très résilientes, elles vont très vite sortir, surtout contre du dégât 2. Et tu reviens seulement sur le 4+. Mais ça permet encore une fois dans cette idée de t'as le premier tour, de faire une sorte d'alpha strike. Donc d'aller défoncer l'adversaire dès le tour 1 avant même l'arrivée des renforts. Est-ce qu'il n'est pas un peu cassé ce mécanisme? Parce que j'imagine qu'il est que dans le prix des motos, il est prévu de pouvoir le faire une fois, peut-être 2 max. Là, le fait de le faire 2 fois à chaque mouvement, parce que je pense que le mec, quand il a dessiné moto, il s'est dit 220 points avec le personnage, c'est pas pour mettre 15 mortels chaque tour. Ouais, non, franchement, je pense qu'il y a un petit problème. Soit le faire, il faudrait que cette capacité de faire des blessures mortelles soit uniquement à sa phase de mouvement. Comme ça, au moins, tu feras 6 mortels, ce qui est déjà pas mal, hein. 5-6 mortels, t'es content. Ou alors max 2 fois, et encore 2 fois, je trouve que c'est un peu trop fort. Mais oui, c'est un petit peu cassé, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une clarification là-dessus, au moins sur le mouvement de l'amélioration de l'Alphus, puisque là, c'est vraiment très bizarre. On claque des mortels sur n'importe quelle unité durant le tour adverse. C'est-à-dire que lui va bouger, il va mourir. Et en plus, moi, je peux Overwatch après ça. Donc, ça devient très très embêtant. Sortons de ce combo un petit peu con. Qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur leur équipement? Est-ce que tu les jouerais? Est-ce que finalement l'unité est relativement bien pricée parce que ils ont besoin de cette aptitude-là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des combos qui tournent autour? Je pense qu'aujourd'hui, on le joue surtout pour ce combo autour des mortels. Après, même sans les mortels, on a toujours pas mal de saturation. Après, est-ce que ça vaut le coup de jouer ça plutôt que des néophytes qui valent le même coup en points? Je suis pas sûr. Mais on va pas mal saturer avec des lance-flammes lourds. En fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est engluer l'adversaire très vite sur son premier tour et être gênant. C'est-à-dire que s'il va bouger, on va essayer de l'Overwatch. On a 2 lance-flammes lourds avec les quads, ce qui est sympa. On a 2 lance-grenades, on a toutes les armes de base. Et en plus, en vrai, on peut aller charger. On a quand même des armes énergétiques PA-2. C'est pas mal du tout. Et si on combatte tout, encore une fois, on a cette capacité du culte. Toutes les unités agglomérées ensemble vont avoir des bonus. Donc si on a le plus 1 PA grâce à la Talane, grâce à l'Achille, et plus 1 PA avec le stratagème plus 1 touche, plus 1 PA qu'on va claquer à chaque tour, en fait on se retrouve avec une unité qui touche à 3. Des petits shotguns de merde, PA-2. En fait, même le Space Marine, il aime pas trop ça, quoi. Ouais. Et on va réussir à sursaturer l'adversaire et à lui faire des dégâts entre le mouvement avec les mortels, les tirs qui saturent et la charge. Et je trouve ça pas mal du tout. Puis ça reste 24 PV. Et ça move block l'adversaire. Encore dans cette idée d'avoir des motos qui restreignent le mouvement adverse. L'effet pas trop aussi. Et derrière, des grosses unités type Aberrant ou J-Stealer qui vont se cacher dans les ombres pour aller après tapasser l'adversaire. D'accord. On va ensuite enchaîner avec un personnage qui est le Clamavus. Il vaut 40 points. Il est meneur et il peut rejoindre les acolytes, les métamorphes, les néophytes. Et en plus de ça, il peut rejoindre une unité dans laquelle il y aurait un Primus, un Magus ou un acolyte garde icône. Il va avoir comme capacité première le fait de, à 12 pouces de lui, faire -1 au test d'ébranlement. Et si jamais le mec rate son test d'ébranlement, de mettre une blessure mortelle, ça c'est cadeau. Mais surtout d'avoir le dispositif de brouillage qui fait qu'on ne peut pas être placé à moins de 12 pouces de lui quand on vient des renforts. Et donc, est-ce que c'est pas un excellent, justement, contre pour les blips? Et ça me laisse surtout en fait te poser une question, 2 questions. La première, est-ce qu'à 40 points tu le joues? Et est-ce que finalement tu ne t'ouvres pas Assassinat avec tous ces petits personnages? Alors on ouvre très facilement Assassinat puisque tous les personnages sont assez intéressants et on va les donner gratuitement puisqu'on veut sacrifier nos unités et pour les faire hippoper, mais nos persos vont mourir. Donc effectivement on donne Assassinat très facilement en QG style. Là on rentre dans les personnages qui sont des choix de tech, c'est-à-dire qu'on va adapter selon la méta, selon les listes adverses. Le fait de repousser les FEP à 12, actuellement je vois pas trop l'intérêt, mais si un jour il y a des règles, plus de règles qui permettent de FEP à 3, typiquement comme le culte, pourquoi pas l'utiliser pour contrer. Et son deuxième avantage, c'est que c'est le perso le moins cher de tout le culte. Donc si on veut mettre un perso juste pour donner ensuite l'amélioration type
infiltration en unité, bah, peut-être qu'on va prendre celui-ci, même s'il est pas très utile, il fait pas très mal, sa capacité anti-ébranlement est pas ouf, mais en fait pour 40 points on va pouvoir payer l'amélioration sur lui le moins cher possible et en faire bénéficier des acolytes, des néophytes. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un choix tech. C'est utile d'avoir ça dans un codex. Mais effectivement, là tout de suite, on n'a pas forcément envie de dire ah, je vais me jeter dessus parce qu'il donne des bonus, quoi. D'accord. On va ensuite avoir le concasseur Goliath. C'est un véhicule qui vaut 155 points. Il va avoir une espèce d'impact au corps à corps puisque une fois qu'il a chargé, on va jeter 6 dés pour une unité qui sera portée d'engagement et sur un 4+, elle prendra une blessure mortelle. Donc ça fait stat 3 mortels. Et on se rappelle qu'on a aussi le stratagème générique pour rajouter des 3 avec justement l'éperonage d'un véhicule. Ouais. C'est aussi un transport qui peut contenir 6 figurines mais qui ne peut pas contenir de patriarche. Qu'est-ce que t'en penses? Alors le vrai problème, voilà, c'est le coup en point. Le coup en point, là on se retrouve avec une unité qui est assez chouette, qui va faire pas mal de blessures mortelles en charge, puisqu'entre le choc de char, plus sa capacité elle-même, faire pas mal de blessures mortelles, plus faire des dégâts, plus embarquer des dégâts à l'intérieur, qui peuvent tirer depuis le transport, ça c'est nouveau. En fait c'est pas mal d'aptitudes tout ça aggloméré, mais en fait c'est une unité qui ne ressuscite pas, c'est un véhicule. Et c'est une unité qui coûte très cher, 155 points. Franchement, si on se dit, en fait, on compare, hein, si on veut, c'est même prix que 20 néophytes. Est-ce qu'on va plutôt prendre 20 néophytes qui ressuscitent tout le long de la partie, qui sont au C2 et ainsi de suite, qui sont au C2, qui vont bénéficier des personnages, parce que les personnages ne peuvent pas rejoindre des unités véhicules. En fait, très vite, on va se dire, c'est pas ouf. Et par contre, si on prend justement le camion Goliath, qui lui est un transport qui peut avoir 12 figurines dedans, qui en plus la règle appui-feu, qui fait que quand une unité débarque, elle va avoir une relance des blessures si jamais elle tire sur la même unité que son transport précédent, que son transport, et aussi qui a 12 postes de tir, qui en fait un excellent chausson et qui te prémunise aussi potentiellement au tir indirect, entre guillemets, même si tu auras une grosse partie de ton armée en faible. Tu dois avoir au moins 50% sur table, modulo l'optimisation ou les personnages qui remet en renfort. Pourquoi pas? Après, encore une fois, c'est cher, ça revient pas. Là, on a 110 points. Le bonus, ça peut être de mettre des acolytes dedans pour effectivement leur faire gagner du terrain sur la table en se prémunissant des tirs indirects. Puis ils vont débarquer et tirer au lance-flamme full reroll des blesses. Ça peut être un combo sympa. Après, pour se prémunir des tirs sans ligne de vue ou même des tirs en général, on a ce fameux stratagème qui nous rend inciblable à 12 pas. Et en fait, c'est plutôt ça qu'on va aller chercher que payer beaucoup de points pour une unité qui ne revient pas. Et en fait, en impact comparé au Goliath, Rock Grinder, tire pas très fort et close pas fort. Donc, malheureusement, les véhicules, je suis pas hyper convaincu. Alors que j'aimais beaucoup les jouer juste avant. Je pense que là, on retourne sur la marée de cultistes. De toute façon, l'index pousse ça à fond. Donc, je pense qu'il faut aller dans le sens du vent et jouer de la marée, quoi. D'accord. On va maintenant passer aux hybrides métamorphes. Attention, ça ne sont pas des lignes. Elles sont jouables de 5 à 10 figurines, 80 points les 5, 160 points les 10. Et ils vont avoir comme aptitude amalgame féroce. Tout simplement, quand ils sont au corps à corps et qu'ils n'ont pas encore été activés, si jamais on les tape et qu'ils meurent, ils jettent un dé. Et sur un 3+, par contre, eux, pas sur un 4+, ils vont quand même pouvoir taper avant d'être retirés comme perte. C'est pas mal. C'est une bonne unité dans le sens où c'est un peu comme les acolytes. Ils peuvent tous avoir des lance-flammes légers, ils bénéficient de tous les équipements gratuits. Après, en fait, la seule chose qui leur fait défaut, c'est le fait de pas être ligne. C'est-à-dire que comparé à l'hybride acolyte de base, qui va revenir automatiquement, eux, ils ne reviennent pas automatiquement. Et eux, ils ne peuvent pas avoir de charge de démolition. Donc, pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Si plus tard, dans un gameplay plus véhiculé, c'est typiquement le genre d'unité qu'on va vouloir mettre dans des Goliaths, puisqu'ils ont des lance-flammes. Ils pourront débarquer, être full reroll des blesses. Si jamais on les charge dans une méta où il y a beaucoup d'armées de corps à corps, du World Eaters, du Tyrannide, ce genre de trucs, en fait on va pouvoir taper en mourant. Donc c'est quand même une unité qui est sympa à avoir dans le codex. Encore une fois un choix tech, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus que le codex va se structurer dès le début, quoi. Yes, on découvre ensuite le Kellermorph qui était une unité iconique, le pistolero le pistolero de Warhammer 40 000, puisqu'après ils en ont mis un chez les Necrons, mais on savait qu'ils s'étaient inspirés de lui. Il coûte 55 points, il n'est pas meneur, il est agent solitaire, donc c'est une excellente règle ça. En plus de ça, il va avoir des petits trucs rigolos, il va avoir fait héroïque qui fait que quand une unité est placée à 3 pouces d'unité ennemie, lui peut aussi être placé à 3 pouces de l'unité ennemie, et aussi pistolero qui fait que si jamais tu tires sur une unité qui est à 3 pouces de lui va pouvoir tirer en réaction justement sur l'ennemi. Maintenant en termes de tir c'est léger puisqu'il va faire 6 tirs. Par contre il va avoir touche soutenue D3, ça fait que sur un jet de touche critique il va rajouter D3 et pas 1. De force 5, sans PA, dégâts 1, mais avec blessure dévastatrice et précision.
j'ai du mal à voir l'unité. Enfin, en fait, en gros, sa capacité d'attrition, et même à 55 points finalement, est un peu ridicule. Tu vas t'en servir juste pour l'agent solitaire. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que il a agent solitaire, ce qui veut dire qu'on veut être loin de l'adversaire pour pas se faire tirer dessus. Mais il a une capacité qui dit si des copains font pas 3, je fais pas avec eux. Donc je fais pas 3, donc je vais me faire éclater juste après, quoi. Et ensuite, il a une règle qui dit si jamais on tire sur des copains, je contre-tire. Sauf que comme lui-même n'est pas dans l'unité, bah, il est ciblable. Donc je vois pas un round où le gars il va tirer sur les néophytes à côté avant d'avoir tué le Kellermorph. Donc on se retrouve dans une situation où si jamais on veut le faire fonctionner, il faudra créer une géométrie où le Kellermorph peut tirer sur quelque chose sans que l'ennemi puisse tirer sur lui. Ça a l'air assez complexe à placer. Parce que lui tire à 12. Voilà, il Donc tire il à peut 12. se mettre à 12 de la première figurine. Et donc en fait, finalement, au pire, il n'y a qu'une figurine qui pourra te tirer dessus. Exactement. Mais c'est compliqué à créer comme géométrie. Et excuse-moi, mais encore une fois, je ça l'ai donne pas dit. l'assassinat. Il a que 3 PV, sauvegarde à 5, endurance 3. Ah ouais, non, mais il est pas ouf. Après, on a le stratagème qui permet aux unités autour de prendre les dégâts à la place de lui pour un CP. Mais je trouve que c'est beaucoup de ressources pour un gars qui fait pas tellement de dégâts. Même s'il y a des procs sur du 6 pour des 3 touches supplémentaires, c'est pas incroyable. Donc malheureusement, ça a pas l'air d'être la version du Kellermorph encore. Donc à voir pour plus tard, mais là maintenant il me donne pas trop envie. Yes, figurine que je trouve vraiment extraordinaire. Ensuite, comme tu l'as dit, hein, c'est pas du auto-include, mais c'est une figurine d'adaptation. C'est avec le Locus, il coûte que 40 points et c'est une unité qui est meneur, qui va pouvoir être ajoutée aux acolytes, aux métamorphes et aux néophytes. Et déjà, il va leur donner combat en premier. Ça, c'est très donc en fait juste ça c'est extraordinaire. On rappelle le séquencement d'activation dans cette version 10. En gros, si jamais on est à égalité par rapport à l'initiative et à la priorité du combat, c'est à l'adversaire de commencer. Donc quand on charge, on hérite de la règle tape en premier. Donc c'est mon tour, je charge, je tape en premier. Comme tu as tapé en premier, c'est toi qui vas taper en premier. Et donc c'est quand même très 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 sympa d'avoir ça. Et ensuite il va avoir la petite garde du corps qui fait que l'unité dans laquelle il mène peut être rejoint aussi par un Primus, un Magus ou un acolyte garde-icône. Et comme il est garde du corps, cette figurine là pourrait avoir un insensible à 4+. Alors moi je suis très déçu parce que le Locus c'est une des figurines les plus belles de tout le codex. Moi je trouve qu'elle a vraiment un esprit et je l'ai jamais vu jouer. Et là malheureusement ça va être un choix encore une fois de tech. Donc se frappe toujours en premier qui est très très fort, mais en fait on se retrouve avec une armée qui est globalement une armée de tir, sauf pour en fait les aberrants et les G-Stealers qui vont être au corps à corps. Qui ne peut pas rejoindre. Et lui il ne peut pas rejoindre. Donc à part sur une méta, comme je parlais tout à l'heure, on parlait des métamorphes, où effectivement les métamorphes sont parfaits pour aller contrer des gameplays de corps à corps. Là dans ce cas là je le vois bien rejoindre ce genre d'unité, mais actuellement j'ai du mal à voir comment il peut vraiment fonctionner, puisque en fait nos unités sont trop fragiles face au tir, et donc en fait on va beaucoup plus mourir au tir qu'au corps à corps. Et donc on n'aura même pas l'occasion de bénéficier du Fight First, et en plus on donne déjà facilement assassinat avec tous les persos. Ça fait un perso de plus, donc à choisir entre tous les personnages du culte, on va peut-être en choisir d'autres. D'accord. On va enchaîner ensuite avec le Magus. Je t'avouerai que je le comprends pas trop lui. Elle vaut 50 points ou il vaut 50 points. Elle permet à l'unité qu'elle rejoint parmi les néophytes, les métamorphes et les acolytes d'avoir un insensible à la douleur à 5+ contre les attaques psychiques. Donc certes, tu la payes pas cher, mais habituellement les buffs c'est sur du 4 potentiellement pour les autres armées. Après c'est pas le Gardigone, il donne un Philopane à 5 contre tout. Donc exactement. Elle va aussi surtout avoir le contrôle nerveux qui fait que à la phase de tir adverse, une unité psychique de votre armée à cette aptitude peut choisir une unité ennemie qui sera à 12 pouces ou moins et jeter un dé. En gros, sur un 1, bah, elle va prendre des 3 blessures mortelles. De 2 à 5, elle va avoir -1 pour toucher. Et sur du 6, elle ne pourra juste pas tirer. Donc c'est excessivement fort, mais il faut être à 12 pouces. Elle va avoir un familier qui fait qu'elle va pouvoir doubler cette aptitude une fois. Donc à 24 pouces, c'est excessivement fort, mais en fait, c'est vraiment le 6 ta gueule des rails, quoi. Voilà. En fait, on peut la prendre juste pour faire la blague d'aller faire le 6 face à la méga unité de tir adverse. Et là, le mec, tu le fais pleurer parce que ça servira à rien. Tu le fais arrêter de jouer. Mais voilà, tu le fais arrêter de jouer. Exactement. Le gros pack. C'est complètement con, c'est vrai sur du 6. Bah, super. Et ça marche que sur du 6. Donc, pour 50 points, on peut aller rigoler en disant, allez, on va tenter ça. Mais en vérité, c'est très cher. Encore une fois, c'est un personnage qui donne assassinat. Et en fait, sa seule utilité, c'est de troller en faisant un 6. Puis elle pourra le faire qu'une seule fois parce qu'après elle va mourir et elle reviendra pas. Donc je suis pas convaincu de la Magus malheureusement. Elle s'est mal adaptée à la fin de la phase de tir. On enchaîne ensuite avec une nouveauté qui est une vraie pépite, c'est le Saboteur Reductus qui ne vaut que 55 points. Pour le coup, plein de choses à dire. Alors déjà on commence. Infiltration, agent solitaire
et discrétion. Donc on peut pas lui tirer dessus si on est à moins de 12 pouces. Or, lui, il va être placé où il veut à plus de 9 pouces du champ de bataille pendant le déploiement et que quoi qu'il arrive, tu as toujours -1 pour le toucher. Ensuite, il peut utiliser le stratagème générique des grenades pour 0 PC, il peut me le faire une deuxième fois à la même phase. Et pour finir, il va avoir explosif posé qui fait qu'une fois par bataille, quand une unité ennemie finit un mouvement à moins de 12 pouces de lui, elle peut jeter un dé et sur un 2+, faire D3+3 blessure mortelle. Ah, ça rigole pas. Et en plus, elle a des armes de tir, c'est-à-dire qu'on cumule plein de types de létalité, parce qu'on a une arme de tir courte portée avec la charge de démolition qu'on connaît, force 12, PA-2, dégâts 2. Oui, sauf que lui, il touche à 2+, et c'est D6+3 cash. Ah oui, blast. Ah oui, non, ça rigole 0. Et en plus, elle fait des tirs en ligne de vue. Ça va faire un D3+3 tirs, je crois. Tir en ligne de vue, donc ça c'est bonus. Excuse-moi, est-ce que le concepteur actuel ne serait pas un joueur culte? C'est possible. Premier degré en plus. C'est possible. Premier degré, si le game designer, si, en plus c'est vrai, le game designer, il est joueur culte. Donc on peut avoir 55 points, quelqu'un qui combine autant de règles, excuse-moi, mais tu peux pas me tirer dessus. Mais si tu t'approches, tu prends D3 plus D6 plus 3 mortels. Plus le fait que de toute façon, moi, à 6 pouces, je te balance D6 plus 3 sur 2 plus, force 12, PA-2, dégâts 2. Désolé, je parle très vite et je spam, mais c'est juste pour vous montrer que c'est beaucoup de règles pétées pour une figurine à 55 points, mais 30 €. Ah ouais, c'est. Payez-la, elle est trop bien. Non mais c'est marrant, puis elle a 3 bras mais elle fait 4000 trucs quoi, c'est abusé. Genre elle lance des grenades, elle fait une charge de démolition, elle lance le stratagrenade gratos, si le mec s'approche, les 3+3 BM, l'aune opérative, et elle va nous faire des actions, bref c'est bizarre parce que c'est un personnage tout seul, et en fait tu vas en jouer un ou deux, et à tout seul, elles vont tenir le milieu de map. Parce que si le mec s'approche, il prend des dégâts, il peut pas rester loin parce qu'il peut pas te tirer dessus, tu vas prendre les objets du milieu de map avec, et ça va faire aussi, on va souvent jouer en tactique, avec le cult Genestealer et faire tes petits objectifs et franchement c'est trop bien. C'est vraiment fort, hein. Faut imaginer que tu rentres à moins de 12 pour être, donc t'es sur, comme tu dis, t'es sur le centre de champ de bataille, donc t'es pas ciblable. Le mec s'avance pour quand même aller reprendre l'objectif. Tu vas lui dire ok, pas de souci, 2+, ok, je te vais mettre D3 plus 6 blessures mortelles et au pire si jamais ça m'embête, je claque le stratagème pour rebouger. Exactement. Donc je le referai potentiellement plus tard. Alors après, le fait de faire D3 plus 3 mortels, ça ne marche qu'une seule fois par partie. Ah oui, oui. Mais comme t'en as deux. Voilà. Là, franchement, c'est trop bien comme unité et c'est notre première ligne de début de partie pour repousser les agressions adverses et pour aller prendre les objets de milieu de table. Et c'est pas cher. Après, tu vas donner assassinat avec. Mais tu es sûr dans tous les cas que ça va faire quelque chose. Ouais. Parce que soit le mec va rester loin et ça va être utile, soit il va se rapprocher et au moins se prendre des dégâts avant de mourir. Et si jamais il vient très proche, bah là, la charge de démolition à touche à 2, c'est hyper fort. Ah, carrément, ouais. On va ensuite enchaîner avec le Sanctus qui lui vaut 50 points. Pour le coup, lui va avoir infiltrateur, agent solitaire, discrétion. Donc, encore une fois, 3 excellentes règles qui partagent avec la précédente. Ombre rampante qui fait que lui va être éligible pour tirer et ou charger un tour où il a battu en retraite. Ensuite, il va aussi avoir l'ombre rampante qui fait que cette unité sera éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a battu en retraite ou avancé. Et ensuite empreinte psychique qui fait qu'au premier round de bataille, cette figurine va choisir une unité ennemie et elle va avoir ignore cover et blessure dévastatrice sur elle. Et sinon c'est tout simplement un petit sniper, mais un sniper anti-psycheur parce qu'en fait il va faire un tir, force 5 PA-2 dégâts flat 3 et au corps à corps 6 attaques de force 3 PA-2 dégâts 1 mais anti-infanterie 3+. Et du coup si on a Devastating Wound sur cette unité qu'on a choisie en début de partie, on va créer beaucoup de mortels assez facilement. Pas hyper convaincu. Lui il a que 2 bras, donc déjà c'est moins bien. En fait, dans n'importe quelle armée, à 50 points, il est bien. Sauf que quand tu mets en comparaison avec la personne, exactement avec le saboteur, et ben en fait, il n'y a pas match du tout, donc tu ne joueras pas. Ouais, c'est ça. À la limite, le seul utilité qu'on peut trouver, c'est qu'il va rester derrière avec son sniper et tirer. Là où la saboteur, si elle est vraiment très derrière, elle va pas servir à grand chose. Mais pour ça, on va avoir des Achilles, typiquement, qui vont tenir le fond de la table. Donc non, effectivement, si tu compares, ça a beau être un lone opérative utile à 50 points, le saboteur fait tellement plus de choses pour 5 points de plus, c'est pas comparable. D'accord. On a fait le tour de toutes les unités qui vont faire le codex, donc encore une fois on est sur quelque chose de très anxiogène. Aujourd'hui une liste d'armées en 2000 points, ça ressemble à quoi? Bah, on va vouloir utiliser pour l'instant les règles du codex, donc principalement le fait de revenir en boucle. Donc on va chercher un maximum de néophytes pour faire la marée, des acolytes pour faire de la létalité à courte portée, que ce soit au corps à corps ou avec les charges de démolition. Ensuite on a besoin de 2-3 outils pour tenir le fond de partie, enfin le fond de la table, donc ça va être soit des Achilles, soit le Sanctus, soit pourquoi pas des petits packs de néophytes qui vont juste récupérer des CP en étant sur les objectifs. Et après il va nous falloir un peu d'agression en début de partie, donc pour ça on peut aller chercher des aberrants, on peut aller chercher des Genestealers, des motos, on peut revoir 30 motos, pourquoi pas, c'est rigolo. Ça va ressembler à ça, et puis on va utiliser
cet outil de contrôle map au milieu au début avec les unités d'infiltration. On en a beaucoup, avant on n'en avait pas du tout, donc c'est sympa. Cette agression dans les premiers tours et le fait de revenir en boucle, passer le tour 2 avec les unités. En fait, le but c'est de tenir sur le long terme entre cette agression au début qui nous empêche de prendre l'agression au tour 1, plus le fait de rip up en boucle, et on espère avec ça de faire suffisamment de score avec les objectifs tactiques et de prendre de l'attrition, parce qu'on fait quand même pas beaucoup de dégâts à part avec 2-3 unités un peu niche, les aberrants, les acolytes. C'est intéressant parce qu'en ce début de V10, on se demande toujours si un index il est équilibré à l'intérieur de celui-ci et aussi par rapport aux autres armées. Or là, il n'est pas équilibré d'unité en unité parce qu'en fait ce sont que des unités qui vont avoir un rôle spécifique. Oui. Mais donc il y a une vraie cohérence au moment où tu vas faire ta liste et en fait ce sont à chaque fois des rôles différents pour chacune des unités et c'est ultra bien équilibré dans ce sens-là. On a pu le voir à chaque datasheet, on s'est dit soit c'est obligatoire parce que ça fonctionne avec les règles du codex, soit c'est tech, c'est-à-dire que c'est des unités qui vont avoir leur utilité à un moment de la partie, de la méta, selon l'adversaire, etc. Donc c'est hyper chouette. Et effectivement, on voit tout de suite, les Achilles, c'est un peu fluff. Hein. Les Achilles, c'est des unités support au fond qui vont donner le plus 1 PA. T'as les cultistes qui vont faible juste devant l'adversaire, mourir en boucle et revenir, encore une fois le fluff. Et les 2-3 agents infiltrés au milieu du champ de bataille qui vont tenir les objectifs et faire exploser des bombes. Et en fait, on retrouve vraiment cet ADN du QG Stealer ultra anxiogène pour l'adversaire, puisqu'en fait on va l'ultra agresser chez lui, et avec plein de petites tricks, plein de petites unités, et des combos entre unités, entre le plus 1 PA, le plus 1 bless. Est-ce que tu penses que c'est une armée qui a un index suffisamment bien écrit pour que même si son codex ne sorte pas tout de suite, tu puisses jouer et évoluer dans le temps? Ouais, carrément. À moins qu'il fasse des grosses modifications dessus, comme on dit, chaque unité a son rôle, même si jamais il y a des augmentations de cours en points, en fait on va pouvoir jouer pour avoir pas mal d'options. On peut jouer tir, on peut jouer corps à corps, on peut jouer de l'ultra masse à base de prise d'objets, on peut jouer de l'ultra élite aussi. Si tu joues que des J Stealers et des aberrants, en fait tu retrouves quelque chose de très tanky et qui dure. Tu peux jouer du full véhiculé, là on n'en parle pas trop, mais des Achilles, des Goliath, des Rock Grinder, ça peut être sympa. En fait on peut jouer plein de choses très différentes et c'est assez chouette, franchement ça fait très plaisir. Est-ce que c'est une armée que tu conseilles à un débutant? Bizarrement, je trouve que cet index rend la faction accessible. Parce que la frustration de cette faction avant, c'est qu'elle était très. Comment dire ça? T'étais très vite puni sur tes actions. C'est-à-dire, si tu te trompais, tu te faisais éclater, tu faisais pas proc les combos, et en fait, tu t'amusais pas des masses. Là, tu vas pouvoir. Je pense que n'importe quel joueur peut s'amuser à jouer plein de cultistes un peu pourris, les envoyer, se faire péter, et dans tous les cas, si tu les ramènes les pions chez toi, ils vont revenir. Donc tu auras pas trop cette impression d'être puni. A contrario, est-ce que tu penses que c'est une armée qui peut être frustrante à affronter? Et aujourd'hui, en tout cas, pas de mystère, elle est quand même très bien positionnée à l'échelle de puissance, on va dire, entre les armées. Est-ce que tu penses pas justement qu'elle est moteur de frustration? Si, là-dessus, c'est là où moi je suis pas hyper au clair, parce que j'ai l'impression que pour l'adversaire, c'est pas hyper fun. Le fait, même en tant que joueur culgéné, je le vois quand je lance un dé pour savoir si mes unités vont revenir. Sur un 4+, parfois ça peut être très gamble. Bon, toi tu t'amuses, mais quand t'as 10 aberrants qui reviennent 2 fois, c'est pas drôle. Et même le fait de se dire que ces unités de base, Battle Line, ils vont revenir à 100%. C'est même pas sur un 2+, c'est auto. Je trouve qu'il y a un aspect un peu trop facile. Genre vraiment, le plan est trop simple. Ça doit être un plan sur 4 générations, il y a un moment, il y a un truc qui peut mal se passer. Et pour l'adversaire, ça peut être très, très fatigant de... tu vas jouer, hein. Tu vas les tuer les cultistes, hein. Mais tu vas jamais avancer. Et en plus, t'as quand même des sources de létalité un peu frustrantes. La FEPA 3 qui t'éclate n'importe quelle unité quasiment du jeu avec les charges de démolition. En fait, le combo est quand même assez facile à lire. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu mets le personnage qui fait ça pour 0 PC sur une deuxième unité. Ça veut dire que littéralement, tu vas balancer tes 50 attaques de charge de démolition sur 2 packs. Ouais, ça peut. Très vite, tu fais 4d6 plus 20 quasiment. Et en fait, t'éclates quasiment tout. Full reroll qui vont proquer des 6, etc. Donc, je pense... petit patch note. Quelques bouts de scotch sur les bannières, sur les faibles, le fait de s'auto-suicider pour revenir, les trucs un peu cons comme ça. Et je pense qu'on a vraiment une faction avec de la saveur, dans le sens où ça a vraiment un gameplay unique. Ça a toujours été un peu le cas avec le Gesture. Mais là, pour le coup, c'est vraiment unique, même peut-être dans l'histoire de 40K. Je sais pas si c'est déjà arrivé que de revenir en boucle comme ça. Et ça va donner un vrai rôle au QG Stealer. Et je pense que pour les joueurs QG Stealer, ils vont vraiment sentir qu'ils jouent cette faction. C'est-à-dire que vraiment jouer culte, ce sera pas la même que n'importe quelle autre faction du jeu. Et c'est très bien parce que c'est une armée qui n'a jamais été très populaire. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça stylé parce que dans le fleuve, blablabla, mais il y a peu de joueurs. Déjà, c'est une armée qui coûte cher en euros à jouer, puisqu'en fait, c'est beaucoup de boîtes de 5 figurines où tu vas les jouer. Alors à l'époque par 20, maintenant ça sera par 10. Ce qui est bien, c'est que comme les packs vont revenir, je pense que l'armée va coûter aussi moins cher parce que tu vas aller diversifier ta collection et c'est des mêmes figurines que tu vas jouer plusieurs fois dans la même partie. Oui, puis on va moins spammer aussi à part les néophytes qui sont un peu la structure, mais
Ouais, on va jouer 10 aberrants, on va jouer 10 motos, on va jouer 2 Achilles, on va jouer peut-être 1 ou 2 Goliath, 1 ou 2 saboteurs. En fait, pour quelqu'un qui a une collection un peu homogène, je pense que très facilement il peut construire une liste sympa, agréable, parce que chacun a son propre rôle à jouer sa faction et que ce soit assez fort. Donc moi je trouve ça assez chouette. Et je pense qu'on va vraiment s'amuser en jouant Cul Gêné sur cette faction, même après qu'il y ait eu les 2-3 patchs de sécurité. Mais ça c'est normal et je pense qu'il y a pas mal de factions qui risquent d'en avoir. Yes, bah écoute, un grand merci à toi d'être venu défendre ta faction de cœur, de sale race de 4 générations de merde. J'espère clairement que vous allez apprécier cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wave Studio, les amis, financièrement, et on a besoin de vous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.